La tomate est le produit frais le plus consommé par les Français. Nous en achetons 230 000 tonnes par an. Ce fruit, originaire d'Amérique du Sud, que l'on cuisine comme un légume, est récolté dans les jardins à la fin de l'été. Mais la plupart des tomates que l'on trouve sur les étals ont été cultivées sous serre. Laurent Berger, producteur de tomates dans le pays nantais, est président de l'Association nationale des tomates et concombres de France. Les tomates que vous allez retrouver sur les étals, dans la grande distribution comme sur les marchés, c'est principalement de la tomate française, mais vous allez retrouver également quelques tomates d'importation. Comment se fait-il que l'on trouve déjà des tomates françaises ? Dans les jardins, effectivement, on va récolter la tomate au mois d'août et au mois de septembre. C'est pour ça que sur le reste de l'année, on va privilégier la production sous serre pour pouvoir avoir de la tomate beaucoup plus tôt. Les tomates sous serre sont produites majoritairement en culture hors sol. L'intérêt de la production de culture hors sol, c'est pouvoir amener à la tomate uniquement les éléments dont elle a besoin sans avoir à subir des agressions extérieures, avec des maladies, des parasites qui s'attaquent à la tomate et qui obligent à traiter. Pas de pesticides sous les serres, les tomates cultivées hors sol ? L'intérêt justement de cette technique-là, c'est qu'on a limité fortement l'usage de produits phytopharmaceutiques, voire pour certaines périodes, leur inutilisation. On a quand même l'impression que les tomates ont perdu leur goût aujourd'hui. Les tomates n'ont pas perdu leur goût aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va plutôt retrouver des goûts différents en fonction de ce qu'on recherche. On va trouver des tomates plus acides, d'autres plus sucrées, d'autres plus juteuses, d'autres plus charnues. Maintenant, il y a un point sur lequel il faut faire très très attention, c'est que la tomate, c'est un légume frais qui ne se met absolument pas au frigo. Les tomates ne devraient pas être conservées à des températures inférieures à 12 degrés. Elles détestent le froid qui leur fait perdre leur saveur. Au moment du marché, vous préférerez celles des producteurs locaux ou encore celles qui sont estampillées tomates de nos régions. Elles auront été récoltées à point et n'auront pas fait trop de route ni attendu trop longtemps avant de se retrouver dans votre corbeille de fruits. Des menus de collectivité, élaborés avec des produits bio et locaux, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité que vivent les écoliers et les pensionnaires des maisons de retraite, entre autres de la ville de Lorient. Dans cette municipalité bretonne, les repas sont élaborés dans une cuisine centrale gérée par la ville. Les fournisseurs sont en priorité des producteurs de la région et 37% des aliments sont bio. Pour Yann Cise, adjoint à la mairie de Lorient en charge de la santé et de la restauration municipale, la restauration collective peut être de qualité à condition de respecter certaines règles. Première règle, la saisonnalité. Les tomates en hiver, on évite. La diversité. C'est à l'école que des enfants vont découvrir qui le kiwi, qui la quinoa, qui tout simplement les radis. Troisième règle, veiller à l'équilibre alimentaire sur un cycle de 4 semaines. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes accompagnés par une diététicienne. Est-ce que ça vous coûte plus cher tout ça ? Cela dépend des produits. Aujourd'hui, sur les légumes, nous avons réussi à nous approvisionner en très large majorité en bio-régional pour des coûts sensiblement comparables à des légumes dits conventionnels. Parce que nous avons réussi à supprimer un certain nombre d'intermédiaires, ce qui permet de rémunérer correctement le monde agricole sans payer réellement plus cher. Est-ce qu'il y a des frites au menu parfois ? C'est pas parce qu'on fait de la qualité, du bio et du territoire qu'il faut s'empêcher de se faire plaisir de temps en temps. Il y a du chocolat à Noël et il y a des frites de temps en temps parce que il faut bien que les enfants puissent avoir un temps convivial. Ophélie a tout juste 30 ans et il y a 6 mois, elle a atteint l'objectif ultime de tout jeune diplômé, le Graal, qui officialise l'entrée dans le monde adulte. Depuis 6 mois, Ophélie est en CDI. Avant ça, il a fallu enchaîner stage non rémunéré et CDD, une chasse au CDI qui a duré 5 ans. 5 ans, j'ai fait un CDD de 18 mois avant. J'ai fait deux CDD d'1 an ou de 6 mois. À chaque fois, j'ai été embauchée sur des missions assez longues. Mais le CDI, c'est quelque chose qui est très très difficile à donner. Au départ parce qu'on est trop jeune et qu'on se méfie. Et puis après parce qu'on a 30 ans et qu'on risque de faire un enfant. Voilà. En moyenne, les jeunes Français signent leur premier contrat à durée indéterminée à 27 ans. Une situation qui, d'après Ophélie, ne s'explique pas uniquement par la crise économique, mais aussi par les nombreux clichés sur sa génération qui freinent les recruteurs.
Le cliché, par exemple, du jeune diplômé ou du jeune travailleur qui est insolent et qui sait toujours tout plus que tout le monde. Enfin, moi, ça me fait toujours un peu rire parce que c'est toujours un peu autoréalisateur. C'est-à-dire que moi, je me rends compte au fil de mes expériences que, en effet, je deviens mercenaire au fil du temps face à des gens qui sont beaucoup plus âgés, qui sont souvent des hommes, qui sont là en train de nous expliquer, qui savent comment on fonctionne parce qu'ils ont un fils de notre âge et que c'est un vrai morveux et que du coup, forcément, nous, forcément, on l'est aussi. On nous dit régulièrement qu'on sait pas travailler, on nous dit régulièrement qu'on est un peu des feignasses, et il y a un moment où on a envie de dire, mais en gros, ça vous arrange bien de dire qu'on est des feignasses parce que ça vous permet de pas nous payer, de pas nous donner un logement, ce genre de choses. C'est des préjugés qui, je pense, arrangent beaucoup la génération d'avant parce que ça leur permet de justifier le fait qu'on a une mauvaise place aujourd'hui dans la société. Mais il en faudrait plus pour décourager Ophélie qui croit au pouvoir de l'action collective. Elle est engagée à Génération Précaire, Jeudi Noir, Sauvons les riches, 3 collectifs qui luttent contre les abus de stage, le mal logement et les inégalités de salaire. Un autre de ses combats, rétablir le dialogue entre générations. Aujourd'hui, si les deux générations, celle de nos parents et la nôtre, sont souvent un peu mises en opposition parce qu'on se bat pas pour les mêmes choses. Le monde aujourd'hui est différent. Moi, j'ai tendance à dire que le mien est plus difficile, évidemment, d'accès, mais que, en même temps, mes prétentions sont moins lointaines. C'est pas la paix, c'est pas l'amour, c'est pas ce genre de choses. On se bat sur des choses beaucoup plus matérialistes. Ça, c'est une réalité. Et je pense que voilà, il faut apprendre à dialoguer avec la génération d'avant et à leur apprendre aussi que vieillir, c'est pas si mal, que ça a plein d'avantages. Émeric a 18 ans, c'est un passionné de mécanique, il prépare un bac professionnel vente automobile à Argenteuil, en banlieue parisienne. Bon élève, Émeric a choisi cette orientation parce qu'il voulait commencer à travailler rapidement, mais il a dû ardemment défendre ce choix, d'abord auprès de ses professeurs, mais aussi auprès de son père. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire un bac professionnel, mon père a hurlé. Il m'a obligé à redoubler une classe pour que je fasse le même travail que lui, c'est-à-dire chirurgien esthétique plastique. Mais bon, 16 ans d'études pour moi, sans façon. Et ma mère, vu qu'elle savait que j'étais un passionné de moto et d'automobile, qu'elle savait que j'avais la tchatche et que je devais devenir vendeur, elle était ravie pour moi. Donc j'ai eu cette chance. Plus tard, quand il aura un peu plus d'expérience professionnelle, Émeric se verrait bien à la tête d'une concession de motos. La création d'entreprises attire d'ailleurs beaucoup les 15-30 ans. Près d'1 jeune sur 2 y pense sérieusement. Émeric, lui, a déjà commencé à se faire une petite expérience dans ce domaine. L'année dernière, il a monté avec des élèves de son lycée professionnel une mini-entreprise, Love Recycle. En fait, on recycle des vélos et on leur met une peinture phosphorescente en leur mettant l'équipement de sécurité obligatoire. Des lampes un peu fun, qui font en même temps de la visibilité, mais c'est surtout des gadgets. Hein. Et on a des lampes qui sont périmètres de sécurité avec des lasers par terre, par exemple. Donc voilà, donc nous c'était notre principal objectif, tout en gardant nos valeurs, donc l'économie, l'écologie et la solidarité. Donc la solidarité, c'est avec Vélo Solidaire, donc l'atelier avec qui on travaille, donc qui est une association qui emploie des personnes en réinsertion sociale. Donc nous, on va leur remettre tous nos bénéfices à la fin de l'année. Donc absolument tout, sans exception, on ne garde pas un euro pour nous, on n'en a pas besoin. On a appris, disons qu'on est payé par l'expérience. Dynamique, plutôt désintéressé, Émeric, qui était trop jeune pour voter en 2012, porte un regard sans concession sur les hommes et les femmes politiques de tous bords. Pour le jeune apprenti entrepreneur, les politiques d'aujourd'hui oublient trop souvent les jeunes. Ils ont beaucoup de lois qui sortent qui servent à rien, et les lois qui pourraient servir, ils y pensent même pas. Et quand ils y pensent, ça met des années absolument monstrueuses. Et il y a toujours quelque chose qui sera en rapport avec l'argent à la fin quand la loi sortira. Toujours. Il faut toujours qu'ils trouvent un moyen pour récupérer un peu d'argent. Bon, après, ça peut se comprendre avec les dettes de la France. Mais non, la politique, effectivement, en ce moment, c'est, je dirais pas que c'est critique, mais il y a des petits problèmes d'organisation, on va dire. Je vais pas leur donner une leçon, hein, j'ai que 18 ans, je suis en bac professionnel, mais il y a des petits soucis. C'est en lisant un article à propos de Netflix, le géant californien du son et de la vidéo en ligne, le numéro 1 du streaming légal, que Philippe Laval a eu cette idée révolutionnaire en France, offrir à ses salariés autant de congés payés qu'ils veulent en prendre. Le chef d'entreprise découvre que le système marche dans la Silicon Valley, alors pourquoi pas dans sa nouvelle start-up parisienne. Dans notre société précédente, on avait un accord RTT de très bonne qualité. Donc 25 jours de congé plus 20 jours supplémentaires. Et on voyait bien, on était une 50aine de personnes, on voyait bien que c'était difficile pour les gens de les prendre tout le temps. Donc quand j'ai recréé une nouvelle société, une start-up beaucoup plus jeune, ce qui m'a semblé, c'est qu'on pouvait finalement responsabiliser complètement les gens et dire on va pas compter les vacances. Vous partez quand vous voulez, vous vérifiez simplement avec les gens avec qui vous travaillez, donc 2 ou 3 personnes, souvent moi, que ça pose pas de problème, que vous êtes à jour de ce que vous deviez faire.
et vous partez autant que vous voulez, on ne comptera pas les vacances. Sur la côte ouest américaine, le système se pratique depuis environ 3 ans. L'un des pionniers des vacances à volonté, c'est Evernote, qui conçoit des applications pour iPhone et iPad. Dans la Silicon Valley, les startups se font la guerre pour engager les meilleurs ingénieurs. Au départ, Evernote a donc lancé cette offre pour attirer les talents, mais surprise, la société s'est aperçue que les salariés prenaient moins de congés qu'auparavant, 16 jours en moyenne. Evernote a même dû en inciter certains à partir en leur proposant un chèque de $1000 pour qu'ils prennent une semaine et viennent ensuite raconter leur voyage. Chez Write That Name, la start-up française qui a adopté la formule, Philippe Laval ne tient pas les comptes. 2 jours de congés sont décomptés tous les mois à chaque salarié, qu'ils les prennent ou pas, et la liberté totale ne semble pas avoir changé grand-chose. Mon sentiment est que globalement, ils prennent à peu près la même quantité de vacances. Par contre, ils sont plus libres sur le moment où ils les prennent. Et puis, suivant les typologies de personnes, parfois dans sa vie, on a besoin de moins de vacances, mais juste 1 ou 2 jours de temps en temps, en fin de semaine. Et à d'autres moments, quand on a une famille, par exemple, on a besoin de vacances plus grandes à des moments plus classiques comme les vacances scolaires. Donc je dirais qu'en nombre de jours, je pense qu'on n'y gagne pas et qu'on n'y perd pas. Dans les startups californiennes qui l'ont adopté, personne n'a abusé du système. La formule a-t-elle généré des excès dans la petite boîte parisienne ? Philippe Laval. Non, mais on est une société relativement récente, 3 ans, on est une dizaine de personnes, il y a une grande transparence entre nous, donc non, il n'y a pas eu d'abus. L'une des raisons qui a poussé Philippe Laval à proposer ce système à ses salariés, c'est que lui-même prend jusqu'à 7 semaines de vacances par an. Chez Write That Name, comme dans les startups californiennes, on n'est jugé que sur les résultats, sur la façon dont on fait avancer le projet commun et dont on fait avancer son projet individuel, résume Philippe Laval, un mode de fonctionnement qui a parfois du mal à s'imposer dans les esprits. Ils sont plutôt surpris quand on leur propose, et ils ont quand même tendance à quasiment venir déposer des vacances. Ça prend un certain temps avant que se mette en place cette idée de dire bah oui, on compte pas. Moi, je vois effectivement des gens avec qui je travaille qui viennent me dire là, je vais prendre une semaine, j'ai déjà pris 17 jours. Donc c'est une habitude visiblement qui est longue à perdre en France. Mais évidemment, les congés à la carte, c'est du donnant-donnant. La contrepartie de cette liberté totale, c'est aussi que, en cas de problème, on n'hésite pas à appeler quelqu'un en plein milieu du week-end, à lui demander, mais souvent il le propose lui-même, de rester le soir tard ou ce genre de choses, voire même pendant ses vacances de rester connecté et de travailler peut-être 1 heure par jour ou au moins de traiter les points urgents. Alors, est-ce qu'au fond, le système de vacances illimitées ne serait pas un piège qui pousserait les salariés à ne jamais se sentir vraiment en vacances, à ne jamais s'en aller vraiment, à ne jamais tout à fait déconnecter? Moi, je pense que non. Je pense que la liberté, justement, c'est de pouvoir partir sans se dire « Mon Dieu, je pars 10 jours, qu'est-ce qui va arriver ?» Pour tous les gens qui travaillent chez Write That Name, c'est une aventure commune. Donc, s'ils partent déconnectés complètement, je pense que ça crée plus de stress que de se dire finalement je garde une espèce de fil avec le bureau et si je dois travailler, je travaille. Mais d'un autre côté, je sais qu'à un autre moment, si pour une raison quelconque, je dois partir 3 jours, quelle qu'en soit la raison, je pourrais le faire aussi. Garder le fil avec le bureau, s'assurer que tout va bien, sans avoir adopté le système californien. Beaucoup de Français le font déjà, puisque selon un récent sondage, 40% des actifs restent joignables via leur portable à tout moment et plus du tiers répond à ses mails pendant ses vacances. Dormir dans votre véhicule, vous êtes environ 300 000 en France à goûter les joies du camping-car. Les permis interdits du camping-car, c'est le titre d'un dossier à lire ce mois-ci dans le magazine Notre Temps en partenariat avec France Info. On va en parler avec vous, Carole Renucci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la rédaction du magazine Notre Temps. Peut-être quelques mots pour nous décrire ce qu'est un camping-car ? Donc il s'agit d'un véhicule automobile habitable dans lequel on va pouvoir bénéficier d'aménagements, d'un certain confort, à la fois compact bien sûr, mais complet. On peut absolument tout y faire. Est-ce qu'il faut un permis spécial pour conduire un camping-car ? Non, le permis B suffit à condition que le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes. Alors, le permis B, c'est le permis classique. C'est le permis B. Sur ce point-là, vous pouvez notamment y ajouter aussi une remorque, mais qui, elle, ne doit pas dépasser 750 kilos. Alors, si vous avez un véhicule qui va au-delà de 3,5 tonnes et qui peut
peut aller même jusqu'à 4 tonnes 250, c'est très précis. Vous voyez que c'est vraiment une affaire de poids. Là, il faut suivre une formation de 7 heures dans un établissement de conduite agréé qui vous délivrera la mention B96 sur votre permis. Et il y a une vitesse limitée, en revanche, pour rouler sur la route? Pas de vitesse limitée si justement vous êtes dans ce calibre, c'est-à-dire à moins de 3,5 tonnes. En fait, les règles sont les mêmes que pour les autos ou autres véhicules de même catégorie. Il va falloir tout de même prévoir des distances de sécurité plus importantes et faire un petit peu plus attention à la prise de vent. En revanche, si votre véhicule pèse plus de 3,5 tonnes sans remorque, là, il va falloir baisser votre vitesse, c'est-à-dire 110 km sur autoroute, 100 km lorsqu'il s'agit de routes à 2 chaussées, vous savez, ces routes qui sont séparées par un terre-plein, et puis 80 km sur les autres routes. Alors, une autre petite précision, pas le droit de conduire sur la file de gauche sur une route comportant 2 voies si le véhicule fait plus de 7 mètres de long ou s'il fait partie des poids lourds. Quand on veut s'arrêter pour une nuit en camping-car, est-ce qu'il y a des règles précises à respecter? Alors oui, bien sûr. Soit vous vous arrêtez sur un terrain pour lequel vous avez l'accord du propriétaire. Là, il n'y a aucun souci. Vous pouvez également passer la nuit en vous garant dans une rue, sur un parking, une aire de station. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible, mais alors à quelques restrictions près, évidemment. Pas question de vous installer, pas question de sortir un haut vent, pas question d'évacuer vos eaux sales, de sortir vos poubelles. On est bien d'accord. Tout on n'est cela pas à la maison. On n'est pas à la maison. Alors, vous n'avez pas le droit, en fait, de stationner ou de vous arrêter plutôt pour passer la nuit dans tous les lieux ou sur tous les lieux fixés par arrêté municipal, sachant que vous devez en avoir connaissance tout simplement par affichage en mairie ou par la position de panneaux réglementaires au point d'accès vers les zones interdites. Vous avez parlé des eaux usées tout à l'heure. Où est-ce qu'on vidange ces eaux usées? N'importe où, il y a des endroits spéciaux? Alors n'importe où, non, bien sûr que non. On peut le faire sur les aires de service qui sont aménagées à cet effet par certaines municipalités, justement. Sur certains parkings de supermarchés, quelquefois, c'est autorisé, c'est mentionné, dans certaines stations-service ou aires de repos d'autoroute. Alors, vous allez non seulement pouvoir évacuer les eaux usées, mais aussi, parfois et souvent, même vous ravitailler en eau potable et déposer vos déchets. Si on a des vélos, on peut les fixer au camping-car? Oui, absolument, dans toute l'Europe, sauf au Portugal, où il est interdit de transporter des vélos à l'arrière de votre véhicule. Est-ce que je peux atteler une petite voiture au camping-car? Alors absolument pas. Non, là, il y a une règle très stricte. Seule une remorque est autorisée à être attelée à un véhicule à moteur. Donc celle-ci doit être obligatoirement placée sur une remorque. C'est même un porte-voiture homologué auquel vous devez recourir pour être tracté derrière un camping-car. Et pour terminer, un camping-car, ça coûte combien en moyenne? Alors neuf à l'achat, il faut compter au minimum entre 40 et 45 000 euros. Et cela peut aller au-delà de 100 000. Peut-être quelques informations pratiques où se renseigner si on a envie d'en savoir plus encore? Alors, 3 points de contact importants. Déjà, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, auxquelles vous pouvez poser toutes sortes de questions. La Fédération française de camping et de caravaning, importante également, avec un numéro de téléphone, le 01 42 72 84 08. Et puis, la Fédération française des sociétés d'assurance, FFSA, sur Internet, donc www.ffsa.fr, rubrique l'assurance pratique, puis route ou famille loisirs ou camping et assurance. Merci Carole Renucci, directrice de la rédaction du magazine Notre Temps. Les permis interdits du camping-car, c'est le titre d'un dossier à lire ce mois-ci dans le magazine Notre Temps en partenariat avec France Info. Cette chronique, vous pouvez évidemment la réécouter sur notre site internet www.franceinfo.fr, chronique tout comprendre, en podcast. Cet été, vous allez certainement faire des pique-niques avec vos enfants. Ce sera le cas de Julien. Il a 2 jeunes enfants et il nous demande comment leur expliquer que pendant l'année, on leur interdit de quitter la table et que pendant les vacances, le pique-nique est beaucoup moins contraignant. En un mot, comment expliquer aux enfants que l'été, les règles éducatives sont plus cool, mais qu'à la rentrée, tout ça c'est fini, Claude Almos? C'est une question intéressante parce qu'elle pose la nécessité d'expliquer aux enfants le pourquoi des règles. Alors vous voulez dire qu'affirmer « ça ne se fait pas de se lever de table » par exemple ne suffit pas. Il y a eu une époque où on disait ça aux enfants, tu fais comme ça, c'est comme ça, tu obéis. Et d'ailleurs, il y a des gens aujourd'hui qui prônent le retour à ces méthodes. Mais c'est contre-productif. Ça fait apparaître la règle comme un pur arbitraire, ça n'apprend rien à l'enfant, et au contraire, ça le pousse soit à l'inhibition totale parce qu'il se soumet, soit à la révolte et à la violence. Ne pas se lever de table avant la fin du repas, ça a un sens, et il faut l'expliquer. Bon alors ça a quel sens? Mais dans l'année, tout le monde travaille.
dès le matin, chaque membre de la famille part de son côté, les parents à leur travail, les enfants à l'école. Donc, les repas, c'est le seul moment où on peut se retrouver, discuter, échanger. Si chacun se lève de table quand ça lui chante, il n'y a plus de rencontre possible. Et c'est même vexant pour ceux qui restent, ça peut les blesser. Tout ça pour dire que ce genre de règles ne sont pas liées à des vieilles traditions bourgeoises et poussiéreuses, mais vraiment au respect de l'autre. Bon alors Claude, si je vous comprends bien, en vacances, il n'y a plus de respect de l'autre. Mais bien sûr que si. Mais en vacances, on est ensemble toute la journée et un pique-nique, c'est moins formel qu'un repas. Et puis surtout, les vacances, c'est un moment où la règle, justement, c'est de prendre plus de liberté. On casse les habitudes, on peut s'habiller comme on en a envie, on peut se lever plus tard et on peut se mettre aussi, dans certaines limites, en vacances des règles. Parce que c'est fatigant d'obéir aux règles et on peut le dire aux enfants. Les vacances, c'est une sorte de moment de transgression, limité et ritualisé et relative, mais c'est important d'expliquer ça aux enfants, parce que ça leur permet de comprendre que bien sûr les règles sont indispensables, mais qu'on reconnaît que c'est difficile de les respecter. Bonsoir à tous, à table. C'est l'une des exceptions françaises les plus reconnues et les moins contestées dans le monde, notre cuisine, ou plutôt notre gastronomie. Car en France, on ne se contente pas de manger, on prépare à manger, on pense la table, les plats, les vins, la vaisselle et les bonnes manières qui sied à une bonne table. 8 siècles de gastronomie française, c'est donc le thème de Géohistoire, consacré à ce phénomène artistique, culturel, technique, peut-être même technologique qu'est la cuisine française, au point que l'UNESCO a classé le repas gastronomique français à son patrimoine immatériel. Patrick Rambourg, pourquoi on fait remonter l'éclosion de la gastronomie française au Moyen-Âge, au XIIIe siècle? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, on fait remonter l'histoire de la cuisine française et après un peu plus tard de la gastronomie française il y a 8 siècles, tout simplement parce que apparaissent au tournant du XIIIe et du XIVe siècle les premiers traités culinaires en langue française. On en a déjà auparavant en latin, mais le fait que ces recueils de recettes apparaissent en français, ce n'est pas quelque chose de spécifique à la France. On a des traités culinaires en Angleterre, on en a en Allemagne, en Espagne, dans tous les pays d'Europe à ce moment-là, mais c'est révélateur d'une identité qui s'est en train de se mettre en place. Une identité culinaire et une identité de la table et de la grande cuisine qui se pratiquait à ce moment-là dans les cours européennes. Une identité qui est rendue accessible en langue vulgaire, comme on disait. Oui, c'est ça. C'est une cuisine de cour, quand même, qui est rendue accessible au travers de la langue vernaculaire. Donc, une langue qui n'est pas considérée comme une langue trop élitiste. Mais il ne faut pas oublier néanmoins que les recettes qui sont codifiées sont des recettes qui s'adressent quand même à l'élite. On disait tout à l'heure avec l'historien Patrick Rambourg que la codification était très importante pour la cuisine et la gastronomie. La codification et donc la transmission. Mais ce qui est caractéristique de la cuisine française, c'est qu'elle a été codifiée sous forme écrite. Et jusqu'à il y a une date récente, pour rentrer dans la profession de cuisinier, il fallait savoir pratiquement par cœur un ouvrage qui était le grand code de la cuisine française classique, qui s'appelle le Gringoire et Saunier. On a une cuisine qui a été professionnalisée, codifiée, écrite, transmise comme ça. Et ce qui se passe depuis quelques années, quelques décennies, c'est justement que finalement, cette codification-là, elle a été adoptée en partie dans le monde entier, mais elle est en train d'exploser, si vous voulez. C'est-à-dire que se mondialiser. C'est pas tellement ça, c'est-à-dire que les cuisiniers français qui vivaient dans ce cadre-là, qui les soutenaient, mais qui était aussi un carcan, ont commencé à vouloir en sortir. Et dans les années 70, il y a eu ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine. Et la nouvelle cuisine, c'était déjà ça. C'était sortir de cette cuisine d'Escoffier, du Gringoire et Saunier. Acquérir les bases, ça paraissait nécessaire. Il fallait le posséder absolument. Et ensuite le dépasser, en sortir. Patrick Rambourg. Oui, mais pour rebondir sur le Gringoire et Saunier, c'est vrai que c'était une petite bible incontournable des cuisiniers. Et cet ouvrage est apparu au début du XXe siècle avec un objectif très très clair et c'est précisé dès la préface. Il y a à ce moment-là une telle prolifération d'appellations, de noms de plats, que même les cuisiniers est à un moment donné perdus par cette prolifération. Et donc, on en est arrivé à proposer pratiquement 7000 entrées, 7000 appellations, avec
quelques ingrédients clés pour que le cuisinier puisse comprendre en fait les ingrédients qu'il doit utiliser. Par exemple, dans l'appellation à la provençale, on sait qu'il y a des tomates, on sait qu'il y a de l'ail. L'appellation à la bourguignonne, on sait qu'il y a systématiquement des petits oignons, des lardons, du vin rouge. Ça s'adresse d'abord aux jeunes cuisiniers, ça s'adresse à ceux qui ont déjà une connaissance de la cuisine. C'est-à-dire que le gringoire essonnier dans les mains d'une personne qui n'a pas appris des minimums de la cuisine aura du mal au début et s'y perdra totalement. Donc c'était très important. Et là, on a quelque chose encore qui confirme ce qui se passe depuis 8 siècles, c'est la codification, toujours de la cuisine. Codification et en même temps une cuisine qui n'a cessé d'évoluer. La cuisine de la Renaissance, c'est pas celle du Moyen-Âge et la cuisine du 18e n'est pas celle de la Renaissance. Patrick Rambourg. La grande force en fait de la cuisine française, parce que c'est vrai quand on dit codification, on pense tout de suite à quelque chose qui peut se fermer à un moment donné. C'est vrai que quand on rédige quelque chose, on peut se dire on le rédige pour l'éternité et on oublie que le monde évolue. Mais une des grandes forces de la cuisine française, c'est que les chefs ont toujours laissé une petite ouverture pour la créativité et pour rebondir par rapport à l'évolution de la société. C'est pourquoi on a, selon les périodes historiques, des évolutions constantes entre le Moyen-Âge pour le goût des épices, la Renaissance pour le sucré, et puis le XVIIe siècle, on commence à parler du vrai goût des aliments, etc., etc. C'est quelque chose qui se fait au sein des cuisines, sous le discours et la volonté des cuisiniers, mais ça ne suffit pas à faire évoluer la cuisine. C'est-à-dire qu'il faut aussi le discours, il faut aussi le mangeur, le convive, le gastronome. Et c'est tout cet ensemble qui fait qu'à un moment donné, on se met à parler de gastronomie française. Avant le XVIe siècle, le sucre était peu utilisé. Il était surtout utilisé pour des raisons médicinales, c'est-à-dire qu'on pensait que ça faisait du bien. Et puis, il y a eu une passion du sucre qui s'est développée au XVIe siècle. Alors, on en mangeait dans les plats sucrés habituels, les pâtisseries, mais aussi, on en mettait absolument partout et surtout, les gens s'amusaient à faire des faux repas entièrement en sucre, avec des faux poissons en sucre, des fausses viandes en sucre. Même les plats étaient en sucre. Ça a été une sorte de fièvre comme ça et puis à la fin du XVIe siècle, ça s'est interrompu. Et tous ces aliments qui nous viennent du Nouveau Monde remontent à loin, au temps de Christophe Colomb. Mais aujourd'hui encore, nos papilles les découvrent. Voilà, alors ce qui est amusant avec tous les aliments qui sont venus du Nouveau Monde, c'est que c'est une histoire qui n'en finit pas. C'est-à-dire qu'il y a des aliments qui se sont imposés tout de suite, comme la dinde ou comme le maïs, parce qu'ils ressemblaient à des aliments qu'on connaissait ici finalement. Et puis, on ne le sait pas forcément, mais la tomate, à l'inverse, comme ça ressemblait pas à grand-chose ou ça ressemblait plutôt à des choses dangereuses comme la belladone, c'était de la même famille, donc un poison. Donc ça a mis longtemps à s'imposer, ça a mis presque 2 siècles. Et puis, aujourd'hui même, il y a des aliments comme le quinoa ou la patate douce qui commencent à être cultivés en France. C'est-à-dire que ça continue à se développer. Alors à côté de ces goûts que vous remettez en avant, vous êtes remonté jusqu'à la Renaissance pour remettre un peu de l'ordre dans ce que l'on croit être peut-être des bonnes manières. Oui, alors notamment le philosophe et théologien Erasme qui a édicté les premiers codes de bonne conduite, de façon de bien se tenir à table, avec des conseils qui peuvent nous sembler très grossiers aujourd'hui, comme ne plonge pas tes mains en premier dans le plat qu'on vient de servir, on te prendra pour un goinfre et des choses comme ça. Et puis il y a des manières qui ont mis beaucoup plus de temps à venir vers nous, par exemple l'utilisation des fourchettes, parce que par exemple Louis XIV les détestait. Acheter d'occasion, échanger, louer, partager, donner, privilégier l'usage ponctuel sans chercher à posséder, telles sont les nouvelles tendances des consommateurs et même des hyper-consommateurs. Une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui ne remettent pas en question le modèle de société dans lequel nous vivons aborde ce modèle différemment. On parle de consommation collaborative, un domaine qui n'est plus réservé à quelques initiés. Édouard Dumortier a fondé iLock-You, un réseau de location d'objets et de services entre particuliers, et il vient de signer le livre blanc de la consommation collaborative. Pour lui, le phénomène a commencé à se faire sentir il y a 5 ans et il va durer. Ça a commencé réellement avec tout ce qui est achat-revente entre particuliers et le phénomène est en train vraiment de s'étendre à tous les pans de la consommation, donc que ça soit la location d'objets entre particuliers, mais également des domaines de consommation très précis comme le véhicule, comme les vacances, la location de nuitées chez l'habitant, le troc, tout type d'échange en réalité, et même l'alimentaire. Comment peut être concerné l'alimentaire ? Eh bien, vous avez par exemple aujourd'hui des gens qui vont vous dire qu'ils refusent les distributeurs conventionnels. Ces gens-là vont se regrouper pour acheter ensemble directement auprès des producteurs. Est-ce que ce type de consommation, c'est un nouveau marché à prendre en compte par les entreprises ? C'est un marché que les entreprises ne peuvent pas se permettre d'ignorer. Et d'ailleurs, on le voit très bien aujourd'hui dans l'industrie automobile notamment,
vous avez un certain nombre d'acteurs, que ce soit des constructeurs ou même des loueurs, qui se mettent à la consommation collaborative en proposant des plateformes de location de véhicules entre particuliers, en proposant des plateformes d'autopartage. Ikea qui a annoncé récemment qu'ils étaient en train de réfléchir de manière très concrète à la généralisation du marché de l'occasion en ce qui concerne leur gamme de produits. Et la question qui se pose aujourd'hui pour les entreprises dites traditionnelles, c'est pas de savoir s'ils souhaitent ou non y aller, mais c'est de savoir s'ils ont le choix ou non de s'y mettre. Alors la plupart ont eu leur bac, tous ces terminales qu'on a littéralement chouchoutés toute l'année. Sandrine Chenel, c'est un peu aussi nos bacheliers à nous sur France Info. Sandrine, vous êtes journaliste pour l'étudiant. Au fait, un bac pour quoi faire finalement à moins de 2 mois de la rentrée? Si ce n'est pas encore le cas, où est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Alors déjà la bonne nouvelle c'est qu'on peut encore s'inscrire quelque part, même si on s'est un petit peu laissé déborder et qu'on n'a pas pensé à remplir les bons papiers au bon moment. Alors les solutions, déjà pour ceux qui ont eu le bac, on vient d'en parler. D'abord, il faut savoir qu'il n'y a plus de place dans beaucoup de filières publiques sélectives, par exemple les prépas. Il reste des places en prépa, mais plus beaucoup. Il n'y a plus de place non plus dans les filières courtes en 2 ans, type BTS et DUT, dans le public. Mais il y a des solutions de rattrapage, il y a des établissements qui peuvent encore accueillir des bacheliers, à condition de réagir, on l'a dit, très vite et dès maintenant. La première étape, c'est de s'inscrire à la procédure dite d'admission complémentaire sur le fameux site Admission Post-Bac, qui met en relation les futurs étudiants et les établissements qui ont encore des places vacantes. Donc là, faut à nouveau pianoter sur A, P, B. Eh ben oui, voilà, l'inscription se fait sur le site admission-postbac.fr le plus vite possible parce que plus on attend, moins il reste de place. Donc on va remplir un dossier en ligne, on va choisir 12 formations, enfin jusqu'à 12 formations maximum parmi celles qui affichent des places disponibles. Après, il y aura une réponse systématique, positive ou négative. Le futur étudiant a ensuite 1 semaine pour répondre, faute de quoi la proposition de place sera annulée parce qu'on ça on la donnera à quelqu'un d'autre. Attention parce que le délai de réponse est ramené à 3 jours à partir du 20 août et à seulement 24 heures à partir du 1er septembre, donc il faut se connecter régulièrement. Bon, donc là, il faut commencer à être précis et rapide. Alors, vous disiez prépa, BTS, DUT, bon, là, il faut pas avoir beaucoup d'espoir. À l'université, en revanche, j'imagine qu'il y a de la place. Oui, il y a encore des places, alors à condition de ne pas choisir des filières qui se remplissent vite. Par exemple, si on choisit la philo ou l'allemand dans des universités qui ne sont pas parmi les plus demandées, ça sera possible. Par contre, si on vise l'art ou la communication dans des universités très courues, ça risque d'être compliqué. Mais en principe, aucun bachelier ne reste sur le carreau, si vous me passez l'expression. Par exemple, un jeune qui n'a pas pu obtenir de place en psycho, il voulait faire de la psychologie, on va lui proposer une orientation vers une licence de sociologie avec des options en psychologie, ce qui pourra lui permettre de se réorienter. Je profite de l'occasion pour rappeler que même si ce matin un quotidien fait sa une sur les facs en vrac, il est quand même possible de faire de très belles études et de belles carrières en passant par l'université. Bon, quelles sont les filières qui nous attendent encore? Alors, les autres solutions hors APB, hors admission post-bac, c'est essentiellement dans des établissements privés. Donc attention parce que le coût des études est parfois assez élevé, donc faut bien se renseigner avant de choisir une formation et une école. Et là, sur quels critères on choisit? Parce que finalement, c'est la grande liberté. Eh ben oui. Le premier critère, c'est une évidence, mais je le rappelle quand même, c'est de choisir une formation qui va vous motiver un minimum, parce que ça va être difficile de rester motivé toute l'année si dès le départ on y croit moyennement. Après, il faut privilégier les formations qui mènent plutôt à un bac +3, sauf si on a un projet de formation professionnelle très précis. Vérifier les possibilités de poursuite d'études ou de réorientation, parce que si au début juillet on est inscrit nulle part, c'est qu'on n'est peut-être pas trop clair avec son projet de formation, donc il faut quand même se garder des portes ouvertes. Pour pouvoir se réorienter facilement, il y a des labels qui peuvent aider à ces réorientations. La reconnaissance par l'État, c'est un des 4 labels à retenir. Il y a le visa qui sont délivrés donc par le ministère de l'Éducation nationale ou des commissions spécialisées. Et puis il y en a 2 autres, la certification, le grade de master. Ça peut concerner tous les établissements, privés et publics, mais l'avantage de ces labels, c'est un gage de sérieux et c'est ce qui doit pouvoir permettre de rebondir ensuite, éventuellement de se réorienter ou de continuer ses études si en étudiant on se découvre un goût pour les études supérieures. Alors vous évoquiez le coût des études dans le secteur privé. Est-ce que les débouchés sont à la hauteur? Alors c'est très difficile et je vais sûrement pas m'amuser à essayer de répondre à cette question-là parce que ce qui font les débouchés... Je vais poser quand même. Oui, mais bon, voilà. Ce qui font les débouchés, c'est aussi la motivation. Il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte. C'est vrai qu'en faisant une école très très connue, peut-être qu'on aura un petit peu plus d'offres d'emploi à la sortie, mais il y a aussi, on en voit tous les jours à l'étudiant des jeunes qui ont fait des écoles qui sont moins cotées ou des jeunes qui sont passés par l'université et qui font des chouettes boulots et qui s'éclatent. Donc effectivement, c'est bien de me poser la question, ça me permet de le rappeler. Ce qui n'empêche que quand on paie ses études, c'est important, et d'ailleurs quand on les paie pas aussi, de se renseigner sur les débouchés. L'annuaire des anciens élèves dans les écoles privées, ça peut être une bonne méthode. S'il n'y a pas d'annuaire,
C'est quand même un petit peu surprenant, donc ce n'est pas forcément un bon point. Examiner le contenu de la formation, pas hésiter à demander des explications sur les intitulés de cours. Qu'est-ce qu'on va faire exactement dans ce cours qui semble un petit peu mystérieux? Si possible, aller visiter l'école, quand même, c'est important. Et puis se renseigner quand même précisément sur le coût des études, pas seulement pour la première année, mais pour toute la scolarité. Et puis quand on a raté son bac, est-ce qu'on peut quand même réussir ses études supérieures? Est-ce qu'il y a des possibilités? Ouais, alors sauf que le premier conseil, c'est quand même de repasser le bac. Ça, je sais bien que c'est difficile à entendre quand on vient de se faire recaler, mais je crois que tous les professeurs l'auront dit aux jeunes qui sont concernés. Le bac, ça, c'est presque incontournable pour pouvoir entamer des études supérieures. Et en plus, quand on redouble, on multiplie ses chances par 2. Donc, ce serait dommage de pas le faire. Si c'est trop difficile, on peut retourner dans un autre lycée. Et puis, on peut aussi changer éventuellement de filière. Si vraiment ça ne l'a pas fait en S, par exemple, on peut aller en ES ou en L et éviter de repasser les épreuves scientifiques. Comme tous les mercredis sur France Info, c'est Info Campus avec vous, Sandrine Chenel. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Raphaël. En partenariat avec l'étudiant.fr, notre journal hebdo de l'actualité et des initiatives étudiantes. Mais d'abord, cette étude sur l'insertion professionnelle des jeunes diplômés d'une école d'ingénieurs. Et il fait bon être ingénieur en France en 2013. La profession connaît une situation de plein emploi. Plein emploi au sens du Bureau international du travail, ça veut dire un taux de chômage à 4% seulement. L'étude des ingénieurs et scientifiques de France confirme que le stage et le contrat en alternance sont des voies royales vers l'embauche pour plus d'un diplômé sur 3. Les stages et les formations en alternance qui sont donc plus efficaces que les réseaux d'anciens ou les annonces sur Internet. À noter aussi dans cette étude le salaire médian d'embauche des jeunes diplômés ingénieurs, 35 000 € bruts en légère hausse par rapport à l'année dernière. Je rappelle que le salaire médian en France est à 20 700 € bruts par an. Vers un concours commun dans les écoles d'architectes. Un concours commun dès 2014 pour les 20 écoles d'architecture. Aujourd'hui, les inscriptions se font indépendamment pour chaque école via le site internet APB, le site admission post-bac, qui gère la plus grande partie des inscriptions dans l'enseignement supérieur. Les modalités de ce concours commun ne sont pas encore arrêtées, mais il y aurait sans doute 3 étapes de sélection. D'abord le dossier scolaire et la lettre de motivation. Ensuite des épreuves écrites sous forme de QCM, des questionnaires à choix multiples, et puis un oral. On a parlé à un moment d'une épreuve de dessin, mais elle a été écartée pour éviter d'alimenter le marché des cours préparatoires privés. Un partenariat conclu entre Paris-Dauphine et les Sciences Po de région. L'université Paris-Dauphine et les IEP d'Aix-en-Provence, de Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse ont signé une convention de partenariat en matière de formation et de recherche. L'intérêt pour les étudiants de ces écoles, c'est qu'avec ce partenariat, ils vont pouvoir accéder à une offre de formation très élargie. Concrètement, ils auront plus de passerelles entre les filières des IEP et de Dauphine, notamment sous forme de double diplôme. Loisirs, passion, excitation, détente, mais pour certains aussi addiction. Plus de 48% des Français entre 18 et 75 ans déclarent avoir joué au moins une fois de l'argent dans l'année, selon le dernier baromètre santé INPES sur le sujet. Parfois, malheureusement, la pratique est excessive. Les conséquences peuvent alors être graves. Nous en parlons avec vous, Tan Le Luong. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'INPES, c'est l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Le jeu peut donc devenir une drogue? Oui, comme vous le rappeliez, il faut déjà dire que les jeux d'argent sont avant tout un loisir, un moment de partage, de détente entre amis, de convivialité. Voilà, la base c'est quand même ça. Voilà. Mais dans un certain nombre de cas, on a estimé à environ 600 000 personnes, les personnes qui ont une relation problématique avec le jeu. Ah, quand même, 600 000, c'est pas rien. Tout à fait. Ah oui. Donc 600 000, et parmi ces 600 000 personnes, on dénombre à peu près 200 000 personnes qui sont des joueurs excessifs. Et quels sont les jeux principalement concernés? Alors, quand on parle des jeux d'argent, ce sont toutes sortes de jeux, que ça soit au casino, les machines à sous, le poker, les jeux de grattage, les paris sportifs, les paris hippiques et bien sûr les jeux en ligne. Quand est-ce qu'on peut considérer que le jeu devient addiction? On peut parler d'addiction lorsque on a 2 signes d'appel, 2 signes d'alerte, et c'est souvent l'entourage qui tire la sonnette d'alarme. C'est lorsque le jeu commence à prendre une place centrale dans la vie de la personne et qu'elle a du mal à s'en extraire. Et le deuxième signe d'alerte, c'est le montant des mises qui augmente progressivement jusqu'à atteindre des sommes très très importantes. Oui, quand la personne craque son salaire dans des cartes à gratter, il y a effectivement un problème, certainement. Tout à fait. Et
le risque, c'est bien sûr la rupture familiale, avec conjugale, ouais. la rupture au travail, et c'est la chute dans la pauvreté et l'endettement. Donc les conséquences peuvent être très importantes. Oui, l'enjeu, c'est vraiment la rupture familiale, et l'entourage subit également les conséquences du jeu excessif. Quand le jeu devient addiction, vers qui se tourner ? Soi-même ou les proches peuvent peut-être nous guider puisqu'ils voient. Alors avec Adalis, nous avons à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé donc ouvert une ligne téléphonique joueur info service, et nous venons de compléter ce dispositif avec une ligne d'aide par internet, et c'est vraiment destiné à aider et accompagner les personnes qui ont un problème de jeu pour essayer de s'en sortir. Donc c'est-à-dire que les personnes peuvent appeler à un numéro de téléphone, peut-être qu'on peut le donner ? Alors, la ligne d'écoute téléphonique joueur info service, c'est le 09 74 75 13 13, et c'est un appel non surtaxé. Si quelqu'un de ma famille appelle à ce numéro pour moi, ou si j'appelle moi-même, qu'est-ce qui va se passer ? Et un conseiller donc va m'aiguiller vers quoi exactement ? Alors, soit c'est la ligne téléphonique, et effectivement, que ce soit le joueur lui-même ou son entourage peuvent donc avoir un conseiller. Et c'est en fonction de sa demande que nous le dirigeons soit vers un centre de prise en charge, puisqu'il existe des médecins spécialisés, des centres spécialisés pour ce type d'addiction. Les addictions au jeu, oui. Tout à fait. Ou alors sur le site internet, par exemple, si la personne souhaite échanger par chat ou lorsqu'elle veut poser des questions que les joueurs se posent fréquemment, comment est-ce que je peux gérer mon argent, comment est-ce que je peux préserver mes finances. Voilà, donc il peut trouver toutes sortes de solutions adaptées à sa demande sur le site internet. On a parlé du casino, il y a aussi les jeux en ligne aujourd'hui, c'est un phénomène important ? Oui, donc les jeux en ligne prennent de l'importance, et ce sont des jeux pour lesquels on pourrait penser qu'ils peuvent être plus addictogènes, mais donc il faut faire plus d'études. Ils sont plus addictogènes parce que c'est de l'anonymat, c'est de la monnaie virtuelle. Les gens jouent seuls, ils sont dans l'isolement, et ils sont matraqués par la publicité également. Est-ce qu'il y a un profil type du joueur excessif ? Alors d'après nos études, le joueur excessif, ce serait plutôt un homme relativement jeune, la moyenne d'âge c'est à peu près 35 ans, et dans un cas sur deux, c'est une personne qui a des revenus très modestes. Merci pour tous ces renseignements, Tan Le Luong, directrice générale de l'INPES, Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. L'huile d'olive est l'aliment de base du régime crétois et les Français l'ont adopté. Nous en produisons un peu, mais nous en importons beaucoup. 95% de notre consommation vient d'Espagne, d'Italie ou de Grèce. Sur les bouteilles d'huile d'olive vierge ou vierge extra, pressée à froid, la provenance des huiles doit obligatoirement figurer. Certaines, 7 en France, ont droit à l'appellation d'origine protégée qui garantit un savoir-faire, des variétés bien définies, une zone géographique ainsi que des qualités organoleptiques. Mais ce qui n'est pas indiqué sur les étiquettes, c'est la maturité des fruits qui auront produit l'huile. Sandrine Marfisi, productrice d'huile à Patrimonio en Corse. C'est propre à la région qui produit. Sur les bassins français, provençaux, en règle générale, on est sur des olives vertes, sur des huiles italiennes ou des huiles espagnoles également. Et à Nice ou en Corse, on récolte des olives noires et on fait de l'huile d'olive avec. Dans l'huile d'olive de Corse, compte tenu de la maturité des fruits, l'amertume et le piquant sont très adoucis et on a la possibilité de retrouver tous les arômes du maquis. Le fruit a mûri longtemps sur les arbres et s'est imprégné de l'ensemble des arômes de son environnement. Il se passe combien de temps entre la récolte des fruits et le pressage des olives ? C'est une course contre la montre, c'est-à-dire que l'objectif c'est d'aller le plus vite possible de la cagette au moulin. Donc de laisser le moins de temps entre la récolte et le pressage. Certaines huiles d'olive sont millésimées, pourquoi ? Alors nous avons la possibilité d'inscrire la date de récolte sur les bouteilles, effectivement. Donc le millésime correspond en fait à la date de récolte des fruits. Donc l'objectif, c'est de la consommer dans l'année de sa récolte, voire tout au plus 2 ans. Parce qu'après, vous perdez les arômes et vous perdez également les phénols, les vitamines.
Revenons à nos moutons, la moutarde me monte au nez, mener une vie de patachon. Ces expressions de la langue française et bien d'autres encore n'auront plus de secret pour vous. Avec nous pour lever le voile, Frédéric Gersal, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à France Info et sur France 2, auteur du livre Façon de parler, petites et grandes histoires de nos expressions préférées aux éditions de l'Opportun. Un ouvrage riche et amusant qui va vous permettre de briller en société. Certaines expressions de la langue française sont très anciennes. Hein. Oui, alors on peut remonter très loin dans le temps. Vous savez, on peut même atteindre la mythologie grecque et latine. C'est vrai. Bah oui, je pense à la boîte de Pandore. Vous savez, celle la fameuse. On l'utilise beaucoup d'ailleurs dans le journalisme. Hein. Il ne faut pas ouvrir cette boîte de Pandore. Alors dans cette boîte offerte à Pandore, il y avait l'horreur. Vous voyez, il fallait pas l'ouvrir, quoi. Sinon, se répandaient sur Terre à la fois les mauvaises choses, les maladies, les terribles épidémies. Et puis, voilà, malencontreusement, la boîte s'ouvre, tout s'évapore et reste au fond caché l'espérance qui nous donne plein d'espoir. Donnez-nous d'autres exemples et des explications. Il y en a de nombreuses dans votre livre. Moi, je pense par exemple à payer en monnaie de singe. Alors, c'est une histoire qui remonte... C'est vieux ça aussi, alors, non voilà, ça remonte à Saint-Louis. Vous avez tout à fait raison. Louis IX, il y avait des péages sur les ponts pour permettre de faire entrer un petit peu de sous au moment où les commerçants entrent dans les villes. Oui. Donc, le seul moyen, c'est de faire payer les commerçants, mais on ne faisait pas payer les artistes. Alors, ceux qui arrivaient avec des petits singes pour faire un petit peu de sous en faisant des grimaces, en faisant des jongleries, eh bien, eux ne payaient pas. Et ne payaient que ceux qui vendaient des petits singes. Alors, pour faire la différence, le péagier faisait faire un petit tour de magie ou un petit tour d'équilibriste au singe. Puis s'il faisait rien, on faisait payer évidemment son maître. L'autre rentrait gratuitement. Non, il avait payé en monnaie de singe. Et aujourd'hui, ça veut dire quoi exactement? Eh bien, payer en monnaie de singe, ça veut dire qu'on paye avec soit un sourire, soit 3 fois rien, mais en tout cas pas avec de l'argent. Autre expression que j'ai lue, jeter l'éponge. Ah oui, jeter l'éponge. Alors là, on est dans le noble art. Vous savez, l'origine vient de la boxe. On le voit bien quand dans un coin, on a un boxeur qui est un petit peu mal en point, qui a tendance à saigner peut-être un petit peu trop ou à être trop frappé et puis trop battu par son adversaire. Son soigneur peut jeter l'éponge au milieu du ring et à ce moment-là, il abandonne. L'honneur est sauf, hein, évidemment, toujours. Il faut jamais critiquer l'abandon, parce que je pense qu'il vaut mieux abandonner que de se faire massacrer. Donc c'est le cas, là, encore une fois. Jeter l'éponge, c'est donc abandonner, mais tout cela nous vient du sport. À l'expression prise au hasard également, avoir un violon d'ingre. Alors, j'ai envie de dire, vous en avez un, vous? Oui. Je suis indiscret. Bien oui, sûr. Bien sûr. C'est quoi? La peinture, la magie? La magie. La magie, oui. Je m'en doutais un petit peu. Oui. Alors, effectivement, c'est avoir une occupation, mais qui nous emballe à côté. Pourquoi? Parce que Ingres, célèbre peintre. Ah, c'est un peintre. Mais oui. Ingres. Alors, il était peintre et Jean-Auguste Dominique Ingres, qui est né à Montauban en 1780, et puis il est passionné par la musique. Alors, pendant longtemps, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise la peinture, le violon? Voilà, les pinceaux ou l'archer. On n'arrive pas à se décider. Finalement, il est bon dans les deux, mais il devient le grand peintre que l'on connaît. Et à Montauban, dans un musée, on peut voir ce violon sur lequel il jouait, qui était sa vraie passion. Le violon d'Ingres est un objet qui existe vraiment. Une expression que j'ai entendue dernièrement, une autre paire de manches. Ah oui. Ça vient d'où ça? C'est une autre paire de manches, ça veut dire que attention, c'est autre chose, on passe à autre chose. Mais à l'origine, figurez-vous que c'était vraiment la paire de manches. Oui, les manches du pourpoint, du manteau ou de la robe que portaient les dames et qui les enlevaient pour changer de manche. C'est-à-dire, quand on allait à une soirée, on se mettait d'autres manches. Et quand on voulait offrir un gage d'amour, on n'hésitait pas à se défaire une manche, à l'offrir à son bien-aimé, qui repartait la manche sous le bras. C'est tout ce qu'il pouvait avoir, visiblement. Fallait attendre un petit peu plus pour avoir plus, mais c'est une autre paire de manches. C'est très étonnant. Au Moyen-Âge, on avait ces manches qui se défaisaient et qui permettaient de porter un nouveau costume sans en avoir l'air. Et est-ce qu'il y a des expressions récentes qui vont durer dans le temps? Écoutez, on a la preuve des anciennes qui durent aujourd'hui. Je pense que les modernes vont durer un moment. Et par exemple, kiffer grave. Je te kiffe. Voilà, ouais. Exactement. C'est un mot qui est très ancien, un mot qu'on trouve dans la langue arabe et que l'on a repris pour nos expressions. Vous voyez, les mots se modifient et du coup modifient les expressions. Et c'est cela qui est intéressant, c'est que c'est de l'art vivant, les expressions. C'est de l'art vivant. Merci Frédéric Gersal, journaliste à France Info et sur France 2, auteur du livre Façon de parler, petites et grandes histoires de nos expressions préférées aux éditions de l'Opportun. Merci beaucoup. Pour écouter cette chronique, franceinfo.fr, chronique tout comprendre que vous pouvez également podcaster.
De nombreuses émotions sont vécues dans l'univers de la cuisine, de la complicité entre copains au repas aux chandelles en passant par l'exaspération des parents face à un enfant qui refuse de manger. Nous allons donc parler de cuisine mais sous un angle différent aujourd'hui puisque point de cuisinier ou de cuisinière pour répondre à nos questions. Isabelle Filiosa, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute et auteur du Bien dans sa cuisine quand la préparation d'un repas devient une aventure intérieure, paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Une psy qui se penche sur la cuisine, c'est assez original. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord parce que j'aime ça. Et puis, pour toutes les raisons que vous avez citées tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la cuisine, il se passe des milliers de choses, on a beaucoup d'émotions, on a beaucoup de relations, c'est le rapport à notre corps et il y a toute une dimension aussi de psychonutrition, comment la nutrition joue sur notre psychisme. Il y a ce que nous cuisinons, mais il y a aussi ce que nous mangeons. Et est-ce que c'est moi qui cuisine ou est-ce que quelqu'un cuisine pour moi ? Ça va avoir des incidences sur la relation, sur le couple. Enfin, voilà, manger, c'est au centre de toute vie et donc cuisiner aussi. On sait pourquoi on aime bien cuisiner. Pour de multiples raisons. D'une part, il y a la transmission. C'est certain que si nous avons été proches d'une personne qui cuisinait, si notre maman nous a appris à cuisiner, nous a introduit dans la cuisine, on a plaisir à cuisiner parce que ça nous relie aux générations antérieures. Et puis, il y a toute la dimension de création aussi. C'est très tactile. Voilà, agréable. et puis cette transformation des aliments, c'est toujours une magie incroyable. On a du sucre, des œufs, du lait, et avec un peu de farine, on va faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on voit dans les pâtisseries. C'est fabuleux. Donc, il y a toute cette dimension de création, de fierté, et puis bien sûr la valorisation quand les gens mangent et aiment ce que nous faisons. Et si on est nul en cuisine ? Est-ce que c'est grave ? Eh bien, ce qui est un problème, en fait, c'est de se sentir nul, de se vivre comme nul, en quoi que ce soit d'ailleurs. On n'a pas de raison de se sentir nul, mais c'est vrai que souvent on se dit « je suis nul en cuisine », mais en fait, cette croyance, elle reflète autre chose. Elle signifie plus probablement qu'on n'aime pas cuisiner, on n'y prend pas de plaisir, et ça, pour des raisons qui touchent à notre histoire. C'est vraisemblablement parce que nous n'avons pas envie de nous identifier à la personne qui cuisinait dans notre enfance, ou que nous avons des conflits avec elle, que nous avons vécu des souffrances dans la cuisine, ou que quelque chose autour de la cuisine fait encore une blessure à l'intérieur de nous. Donc oui, je dirais que si on se sent nul en cuisine, eh bien ça vaut le coup de modifier ça. On entend parfois dire je ne veux pas cuisiner, j'ai pas le temps, je préfère garder du temps pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, c'est quand même dommage. Tout notre temps, c'est le nôtre, hein. Et que ce soit dans les embouteillages, dans une file d'attente, on a souvent l'impression de perdre son temps et on n'a pas envie de perdre son temps à éplucher les légumes, à cuisiner. Mais en réalité, on n'est pas obligé de le perdre. On pourrait tout simplement l'utiliser constructivement. Et c'est ça que j'ai voulu mettre dans le livre. En fait, on peut utiliser ce temps de cuisine pour devenir un temps pour soi, un temps pour se faire plaisir, mais un temps aussi pour cultiver la respiration, pour cultiver la conscience, pour faire de la méditation. La méditation, on sait aujourd'hui à quel point c'est utile pour gérer le stress, même se guérir d'une dépression. C'est important aussi, simplement, même si on n'a pas de difficulté, pour apprendre davantage la concentration, l'attention, tout ce qui nous permet de rester plus conscient de nous-mêmes. On peut utiliser ce temps de cuisine pour tout ça. Donc la cuisine, on l'a déjà dit, un espace pour vivre des émotions. Oui, on y vit beaucoup d'émotions et c'est même un espace qu'on peut utiliser pour décharger ses émotions. Bien sûr, on peut pleurer avec les oignons, ça tout le monde le sait, mais on peut aussi, par exemple, quand on est à une forte charge de colère, une colère juste, mais qui nous envahit un petit peu trop, eh bien, au lieu de la refouler, on peut utiliser la cuisine. Si on a un artichaut, par exemple, on saisit la fleur de l'artichaut et de toute façon, pour cuire un artichaut, il faut enlever la queue et il vaut mieux la casser que la couper, parce que comme ça, on enlève les fils. Donc, on saisit la fleur et vlan, en faisant un grand « ha », on va taper la queue de l'artichaut sur le plan de cuisine et donc comme ça, on va pouvoir sortir un peu la colère. On peut aussi faire une pâte à pizza. La pizza, ça se tape sur le plan de travail une fois qu'on a fait la pâte à pain ou pâte à pizza. Donc on peut utiliser aussi la cuisine pour ça. Allez, un dernier conseil à tous ceux qui vont faire de la cuisine aujourd'hui et plus tard d'ailleurs. Eh bien, plus qu'un conseil, une suggestion, devenir conscient de notre petit plus, ce que nous ajoutons, et puis un temps de respiration dans notre monde pressé. Merci Isabelle Filiosa, psychothérapeute, auteure du Bien dans sa cuisine, paru chez Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup. 1948-1963, 15 années durant lesquelles la vie des consommateurs français est chamboulée.
1948, l'arrivée du libre-service, 1958, le premier supermarché et 1963, l'inauguration donc du premier hypermarché, un carrefour à Sainte-Geneviève-des-Bois au sud de Paris, 4000 m², c'est alors du jamais vu, c'est un événement bien sûr et les journalistes sont présents. Monsieur Jacques Desforêts est directeur de ce supermarché Carrefour qui s'est signalé un peu par son originalité dans les formes de la distribution. Oui, je pense que les gens achètent de plus en plus, consomment de plus en plus et nous pouvons augmenter considérablement leur pouvoir d'achat en diminuant nos prix. Les hypermarchés pousseront ensuite comme des champignons. On en inaugure près de 200 avant 1972. Mais si on peut désormais tout trouver au même endroit, le café, le savon et le vin, que devient le petit commerce dans tout ça? Rien que durant l'année 62, ils sont 26 000 à disparaître. La ménagère le matin ne peut pas faire 3 km pour aller chercher son litre de lait. Il lui faut un crémier à la descente de son escalier. Monsieur, dans le monde moderne, je pense que l'homme, la femme et les enfants vont posséder leur voiture et que ce problème de distance n'existera plus. Alors, progrès ou piège? Ces hypermarchés dont on fête cet été les 50 ans, la question paraît dépassée aujourd'hui, reste à savoir si c'est parce qu'elle n'est plus d'actualité ou si ce sont les médias qui ne peuvent tout simplement plus se permettre de se la poser. À partir de quel âge peut-on scolariser un enfant en situation de handicap? Quelles sont les étapes à suivre quand on est parent pour scolariser son enfant handicapé? Autant de questions que nous allons poser à Valérie Paparel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de l'ADAPT, c'est l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Peut-être d'abord, combien d'enfants en situation de handicap sont scolarisés en France? Est-ce qu'on a des chiffres? Environ 210 000 enfants sont scolarisés en France, ont été scolarisés en tout cas en 2011, ce qui constitue une progression importante depuis la loi de 2005 qui justement permet de garantir l'accès à la scolarisation pour tout enfant. De quel type de handicap est-ce qu'on parle exactement? On parle de tout type de handicap. Tout type de handicap. Voilà, la question ne se pose pas tant de cette manière-là. Mental, moteur. Mental, moteur, effectivement. Il faut plutôt poser la question sur ce qui est nécessaire à l'enfant pour garantir sa scolarisation. Et là, ce sont les équipes de la maison départementale des personnes handicapées, qui sont en fait des structures d'État spécialisées dans l'accueil, l'évaluation des besoins de l'enfant, qui peuvent permettre d'orienter les parents vers le dispositif le plus adapté. Mais on sait aujourd'hui qu'il est possible de scolariser un grand nombre d'enfants handicapés sous réserve qu'on mette à leur disposition les moyens dont ils ont besoin pour être scolarisés dans de bonnes conditions. Et à partir de quel âge est-ce qu'on peut scolariser un enfant handicapé exactement? Dès la maternelle, dès la maternelle, bien tout de sûr, suite. oui, de la même manière que les enfants doivent pouvoir accéder aux accueils loisirs dès le plus jeune âge. Alors je suis parent d'un enfant handicapé, quelles sont les étapes à suivre pour scolariser justement mon enfant? La première chose, c'est d'être bien repéré par la maison départementale des personnes handicapées. En général, c'est le cas lorsque ces enfants ont eu des problèmes de santé. L'autre point, c'est de l'inscrire dans l'école du quartier. Je crois que tous les enfants doivent pouvoir être inscrits dans l'école de la République. Donc la démarche est celle-là. L'école est obligée d'accepter. Voilà. L'école étudie la situation de l'enfant en lien avec la maison départementale des personnes handicapées, puisqu'il existe au sein de l'éducation nationale des enseignants référents dont le rôle est justement de faciliter la scolarisation de ces enfants, donc de travailler aussi avec l'équipe éducative pour favoriser l'accueil et la scolarisation. Effectivement, pour certains enfants qui ont des problématiques plus lourdes et pour lesquels un enseignement adapté est nécessaire, ouais. Dans ce cas-là, il peut y avoir une préconisation d'orientation vers un établissement spécialisé, qu'il s'agisse d'un institut médico-éducatif ou un institut d'éducation motrice, par exemple. Donc il y a différentes formes d'accueil possibles. Tout à fait. Il y a une grande particularité française, c'est que nous avons une grande diversité de modèles et de dispositifs existants pour scolariser les enfants. En revanche, effectivement, un mouvement très fort aussi lié à l'impact des lois européennes de non-discrimination fait qu'on scolarise de plus en plus dans le milieu ordinaire, dans l'école de quartier, en proximité du lieu de vie des enfants, pour faire en sorte que ces enfants soient avec les autres. Et ça, c'est particulièrement important si on veut aussi faire évoluer le regard de la société sur le handicap. Comment se fait le suivi exactement, maternelle, primaire, collège, lycée? Comment ça se passe? Alors, il y a des équipes spécialisées qui sont présentes au niveau de l'école. D'une part, l'enseignant référent dont je parlais tout à l'heure, qui fait le lien entre la maison départementale des personnes handicapées, qui doit proposer les moyens d'adaptation et de compensation pour le jeune, sa famille et les équipes éducatives et enseignantes. Donc, c'est le rôle de l'enseignant référent d'organiser ce qu'on appelle des plans personnalisés de scolarisation, de réunir l'ensemble de ces acteurs pour échanger sur les besoins de l'enfant et mettre
mettre en place toutes les aides nécessaires à cette scolarisation. Justement, les enseignants classiques, entre guillemets, est-ce qu'ils sont suffisamment formés à l'accueil d'un enfant handicapé? Sans doute pas. C'est une des problématiques effectivement sur laquelle on insiste beaucoup. C'est la même question d'ailleurs pour les AVS, les auxiliaires de vie scolaire, qui n'ont que très peu de formation, sont sur des emplois précaires et pour lesquels il faut absolument garantir un statut pour garantir aussi la qualité de l'accompagnement proposé à l'enfant. Donc il y a encore des formes, de résistance, de difficultés des enseignants qui ne sont pas toujours armés pour comprendre le handicap et savoir comment adapter leur pédagogie à ces enfants. Mais alors si je suis parent d'un enfant non handicapé cette fois, est-ce qu'un accueil d'un enfant handicapé dans la classe de mon enfant ne perturbe pas la classe, l'enseignement? Moi je pense que c'est plutôt une chance pour ces enfants d'apprendre ce que c'est que la différence et de savoir effectivement comment on peut dans le quotidien être plutôt solidaire avec ces enfants qui méritent sans doute d'être accompagnés, d'être aidés par moment. Quant à la perturbation qui peut être une crainte effectivement de certains parents, puisqu'on entend ça régulièrement, une forme de résistance aussi des familles par rapport au handicap, ce qui perturbe une classe. Ça peut être des tas de raisons, une équipe éducative qui s'entend pas, un enseignant qui est pas forcément très à l'aise dans sa fonction. Voilà, il y a des multitudes de facteurs qui peuvent perturber une classe, mais sans doute pas le handicap. Nos différentes sources de richesse. Merci beaucoup Valérie Paparel, directrice générale adjointe de l'ADAPT, l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Le surimi a été inventé au Japon, mais au pays du soleil levant, on ne connaît pas les bâtonnets blancs et oranges qui sont une spécificité française. Les Japonais fabriquent du surimi depuis plus de 4 siècles. C'était au départ une façon de conserver le poisson, dont la chair était rincée à l'eau puis malaxée avec du sel avant d'être cuite à la vapeur en forme de pain. Le surimi a fait son apparition sur notre continent dans les années 80. Les Français en sont aujourd'hui les premiers consommateurs européens. Nous en avalons chaque année plus de 60 000 tonnes. Le surimi est boudé par les Allemands. Il est très apprécié par les Espagnols, mais quand il est coloré en rouge. La fabrication du surimi commence la plupart du temps à bord des bateaux de pêche. Pierre Commer, délégué général de l'industrie du poisson. Le poisson est pêché dans les océans du globe. On lève les filets, on les malaxe et on fait une espèce de pâte qui est ensuite lavée, rincée. À partir de là, on ramène ces plaques de chair de poisson à terre en les congelant. Pourquoi cette pâte est-elle lavée? Alors il s'agit de conserver la protéine, mais d'éliminer toutes les substances qui risqueraient de rancir, les matières grasses. Une fois que cette pâte arrive à terre, qu'est-ce qu'on en fait? Quand la pâte de poisson arrive à terre, donc elle arrive congelée, donc on les concasse et on les mélange avec de l'amidon, du blanc d'œuf, de l'huile de colza et puis on rajoute de l'arôme selon l'arôme qu'on veut donner au surimi. Et puis pour la couleur, on met une touche de paprika, ce qui donne la belle couleur orangée du surimi. Il y a beaucoup de légendes autour du surimi. On dit que ce sont des restes de poissons, les poissons qui ne sont pas commercialisables. Non commercialisables, ça peut arriver puisque effectivement le merlan bleu en l'état, ce sont des petits poissons blancs qui seraient difficiles de faire consommer en l'état. En fait, pour faire un bon surimi, il faut un bon filet de poisson au départ. Ce serait impensable de faire du surimi avec des produits qui ne sont pas des bonnes protéines. Quel peut être le point commun entre une thèse sur la francophonie en Moldavie, une chanson de Grégoire et la web-série Noob? Eh bien, le point commun, c'est le crowdfunding, financement participatif sur Internet. Vous connaissez sans doute le principe, un projet est déposé sur la toile avec une demande d'aide au financement. Les particuliers choisissent d'investir quelques dizaines, centaines ou milliers d'euros et reçoivent ou non une contrepartie. Ce principe est très significatif aux États-Unis et il prend de l'ampleur en France. Pour en parler, nous recevons Laetitia Eveline. Bonjour. Vous vous êtes intéressée notamment à cette web-série, synonyme de la plus grosse levée de fonds de l'histoire du crowdfunding hexagonal. Avec au dernier pointage, Agnès, plus de 306 000 euros récoltés, plus de 6 000 souscripteurs sur Internet. Et les créateurs promettent de réaliser une trilogie si l'on dépasse la barre des 333 000 euros avant la fin du crowdfunding dans un mois et demi. Et le public suit à tel point que le créateur Fabien Fournier réalise encore difficilement. Déjà, rien que de lancer le crowdfunding et d'entendre son téléphone avec les notifications de dons sonner toutes les 2 secondes, comme ça, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Déjà, on a une grande montée d'émotion. On se dit mais c'est pas possible, les gens ils nous aident. On a atteint 66 000 euros dans la soirée. On n'avait absolument pas anticipé qu'on arriverait à des scores pareils, parce qu'il y a une différence entre avoir beaucoup de gens qui regardent et beaucoup de gens qui apportent de l'argent. On a été confrontés aux instances des télévisions, etc. Et à chaque fois ils nous répondent, ils nous disent non, ce que vous faites c'est trop geek et on peut le comprendre. Évidemment, si demain nous passer sur une chaîne grand public, on se ferait mais
défoncé. C'est pas du tout fait pour le grand public. Les gens ne comprendraient pas. Comme je disais, nous, on fait du crowdfunding. Cette fois-ci, on va finir tous les projets, etc. On n'est pas sûr d'en refaire. Parce que le but du jeu, c'est aussi d'être autonome et de trouver notre modèle économique grâce à ce coup de pouce. Alors, un coup de pouce qui a profité à Agnès Bonin. Cette photographe professionnelle avait besoin de vendre les livres avant leur sortie réelle. Exactement. Avec le co-auteur de Femme Objet, c'est le nom de ce livre. Elle a donc déposé un projet avec contrepartie. C'est le cas généralement dans le domaine culturel ou artistique. Vous avez donné 20 €. En retour, le livre ou le CD arrive chez vous. Un pari donc réussi pour Agnès Bonin. La levée de fonds vraiment nous a servi à concrétiser notre rêve. Il y a eu un gros rush une fois qu'on a su qu'on avait les sous et que ça devenait concret et qu'on a pu finaliser le livre, qui était en cours de finalisation quand on a lancé la levée de fonds. Il y a eu le 100 mètres et maintenant c'est un petit peu plus la course de fond où il faut continuer au jour le jour à faire vivre cette aventure, à faire vivre ce livre. Il existe donc le don avec contrepartie comme ici, mais aussi le prêt avec intérêt et même le financement au capital d'une entreprise. Assez de flux d'argent en tout cas, Laetitia, pour que le gouvernement s'y intéresse. Le crowdfunding n'a pas de définition juridique, donc vous n'avez pas un cadre spécifique actuellement. Vous avez une grande différence entre le fait de participer à un projet en faisant un don, auquel cas, effectivement, ce qu'il faut vérifier, c'est que la somme sera bien affectée au projet auquel vous souhaitez participer, et la participation au capital d'une nouvelle entreprise, où là, vous avez des points comme la rentabilité du capital que vous allez investir, ou la liquidité des titres que vous allez acquérir, qu'il faudra vérifier. Avant de pouvoir vérifier, contrôler tout le système à 100%, l'AMF publie déjà un guide avec l'autorité de contrôle prudentiel à destination du grand public et des professionnels pour prévenir des risques. Le gouvernement lui promet un texte à la rentrée. Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ce cadre envisagé inquiète. Oui, les plateformes de crowdfunding s'inquiètent en effet de ne plus avoir assez de marge de manœuvre. Pour Vincent Ricordo, le cofondateur de KissKissBankBank, il faut réglementer, mais pas brider. Ce marché se développe à une vitesse dingue parce qu'il est libre, par essence. Après, dès que vous mettez des règles quelque part, alors les règles peuvent être intelligentes parce que elles protègent les uns les autres, mais quoi qu'il se passe, dès qu'on met des règles, cette liberté, et du coup, à un moment, elle est contrainte. Sur les plateformes non spéculatives, le don en moyenne est de 50 €, le prêt en moyenne est de 150 €. Donc on parle bien de micro-don ou de micro-prêt sur des projets qui sont naissants. Tout le monde sait qu'il y a un risque que le projet se fasse pas ou mal. Et en l'occurrence, ce risque-là, il est donc partagé par des centaines de gens sur les mêmes projets. Cette histoire de vouloir protéger l'épargnant d'un risque alors qu'il est connu, reconnu et accepté, encore une fois, n'est pas adaptée. Le crowdfunding, c'est un marché de plus de 5 milliards de dollars attendu cette année, dont les 3/4 aux États-Unis, le reste en Europe majoritairement. Et même si une loi est proposée à ce sujet en France, peut-être à la rentrée, la législation européenne pourrait prévaloir. Une réunion à Bruxelles est prévue en tout cas lundi prochain pour débattre de ce sujet. Le miel, mais aussi le pollen et la gelée royale sont des aliments naturels. On n'y ajoute rien, on n'en retire rien. Nous achetons de plus en plus de produits de la ruche. Malheureusement, les abeilles, fragilisées par les pesticides et le mauvais temps, quand elles ne sont pas dévorées par le frelon asiatique, ne vont pas bien. Les productions de miel s'effondrent. Seulement 16 000 tonnes ont été récoltées l'an dernier, contre 33 000 tonnes il y a 15 ans. Tous les miels sont concernés. Henri Clément, apiculteur et porte-parole de l'Union nationale de l'apiculture française. On a la chance en France d'avoir une gamme de miels extraordinaire. On a des miels clairs, des miels de romarin, des miels sombres, des miels doux, des miels corsés. Moi, celui que je préfère, il y en a deux. Un miel de châtaignier parce qu'il est corsé, et puis vous avez un miel de framboisier qui est récolté à plus de 1000 mètres, framboisier sauvage, qui est un miel très clair, très floral, très doux, très subtil. Comment vont les abeilles aujourd'hui ? On est quand même avec des taux de mortalité de plus de 30%. Les produits de la ruche et le miel deviennent de plus en plus rares. Et comble du comble, cette année, le printemps est tellement mauvais en termes de climat qu'il y a encore beaucoup d'inquiétudes pour les abeilles. Où est-ce qu'on achète les produits de la ruche ? Alors on a la chance en France d'avoir beaucoup d'apiculteurs qui vendent directement chez eux, et donc il vaut mieux privilégier les producteurs locaux. Lorsque l'on achète son miel dans la grande distribution, est-ce qu'on sait d'où vient le miel ? Alors il faut être très attentif à l'étiquetage. Le pays d'origine du miel doit être indiqué quand le miel provient d'un pays. Et puis vous avez des négociants qui font des mélanges et vous devez regarder si ce sont des mélanges provenant de miel de la communauté européenne. Et puis vous avez des mélanges intra- et extra-communautaires. Ça veut dire qu'ils viennent de la planète Terre. Mais d'où, comment, on ne sait pas. Et là, franchement, il vaut mieux prendre d'autres miels.
À quoi ressemblent les vacances des Français cet été? Où êtes-vous parti? Avec quel budget? Qu'avez-vous mis dans votre valise? Livres, musique, vêtements? Nous allons décortiquer les tendances de l'été 2013 avec nos deux invités. Bonjour Claire Touzard. Bonjour. Vous êtes rédactrice mode au magazine Grazia et nous sommes en ligne également avec Mathias Papé, directeur général de l'agence de voyage Ecotour. Bonjour. Bonjour. Et je vais commencer par vous, Mathias Papé. Quelles sont les destinations qui ont la cote cette année? Alors aujourd'hui sur ecotour.com, nous sommes une agence de voyage qui distribue des forfaits. Et aujourd'hui, il y a un gros changement dans la hiérarchie des destinations, puisque les îles de la Méditerranée sont vraiment en première position, avec notamment une grosse croissance vers les Baléares, les îles grecques, la Crète, Rhodes, un peu au détriment des destinations classiques des Français vers la Tunisie ou la Turquie. Ça, c'est pour des raisons conjoncturelles? C'est à la fois pour des raisons conjoncturelles, des raisons climatiques, puisqu'en fait, c'est des îles qui bénéficient d'un ensoleillement parfait toute l'année, notamment pendant la durée de l'été, et aussi des enjeux conjoncturels par rapport à la situation sur la rive nord de l'Afrique du Nord. Et les Français avaient besoin de soleil, vous le sentez cette année? Les Français ont de toute façon toujours besoin de soleil, et encore plus après le printemps aux conditions météo dégradées que nous avons connues. Et donc les Français n'ont pas pris de risques et sont massivement retournés vers des destinations soleil garanties, donc les îles de la Méditerranée. Et cette année, une grosse nouveauté, c'est les Canaries aussi, qui ont vraiment explosé le nombre de visiteurs français vers ces destinations. Et pourquoi? C'est parce que ces îles ont fait aussi des efforts sur les prix? Alors, je pense que le soleil est la première raison. Le deuxième, c'est clairement le prix, puisque c'est des pays qui ont beaucoup travaillé le marketing de leur destination. Et comme vous n'êtes pas sans savoir que la situation économique est difficile en Espagne, en Grèce, c'est les pays qui ont vraiment travaillé la compétitivité de leurs produits. Donc, ils sont arrivés sur le marché avec des semaines, tout comprises, inférieures à 1 200 € par famille. Donc, ils ont été très agressifs sur les prix et avec un niveau de service de très bonne facture. Et pas de problème, je dirais, conjoncturel ou de problème à l'esprit des gens de sécurité vers ces destinations. Les Français ont donc majoritairement choisi le soleil et la plage cet été, ce qui a donné lieu à une nouvelle tendance vestimentaire, Claire Touzard. Ça s'appelle le beachwear. Alors, le beachwear, c'est l'habit de plage, donc c'est assez vieux, c'est vieux comme le monde. En revanche, ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, on l'accessoirise, ça devient un élément de la garde-robe. C'est-à-dire que vous pouvez venir sur la plage avec votre maillot, mais aussi énormément de bijoux, voire un bonnet, on l'accessoirise en journée et le soir, on le garde par exemple sous sa garde on garde son maillot de bain toute la journée maintenant. Toute la journée, on est dans un mood très relâche, très relax. Le maillot de bain devient vraiment un vêtement à part entière en fait. Et il y a quelques accessoires aussi cette année. Il y a les bracelets brésiliens qui reviennent aussi, vous me disiez. Le bracelet brésilien, on est en pleine régression look, c'est-à-dire que en gros, on privilégie le fluo, le bracelet brésilien. On est vraiment dans un mood spring break. Ça, c'est les années 80 quand même, le fluo, tout Pardon ça. Les années 80 qui reviennent donc le fluo. Années 80, années 90, oui. Dans la lignée de Spring Breakers, le film d'Armory Corinne. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de nouveautés en fait cette année. Si, il y a des nouveautés, c'est-à-dire que en gros, donc cette grosse tendance du beachwear, mais qui est tournée. On a aussi le pantalon rayé qui revient beaucoup. En gros, l'idée c'est vraiment d'être relax, décontracté. On peut porter une petite tunique sur la plage. On reste très simple en fait. Le moindre effort, c'est ça? La politique du moindre effort, mais quand même travailler. Il faut avoir l'air cool tout en le travaillant. Et une fois sur place, donc en étant cool vestimentairement parlant, sur le lieu des vacances, que font les Français, Mathias Papé? Quel type de séjour vendez-vous le plus cet été? Alors notre clientèle se dirige principalement vers des formules, je dirais, tout inclus. Donc on est dans le classique jeu de plage, tout ce qui a lieu autour de la plage, et aussi, je dirais, les boissons dans ces formules sont gratuites pendant toute la journée. Donc énormément de boissons rafraîchissantes et alcoolisées durant tout le séjour. Le budget moyen, c'est combien environ? Sur ecotour.com, on est sur un budget moyen de 1 500 € par famille. Pour une famille de 4 personnes, c'est ça? Deux adultes, 2 enfants? Exactement. Budget moyen de 1 500 €. Et qu'est-ce qu'il y a dedans en fait qui est prévu? C'est tous les repas, l'hébergement, quelques excursions? Tout est prévu, sauf l'excursion qui sont à la charge des clients sur place et qui vont choisir en moyenne une excursion durant la durée du séjour. Donc ils vont passer 6 jours directement dans le club, dans le resort, et vont utiliser une journée pour aller visiter les curiosités locales autour du club. Ouais, on sent encore la crise, donc on évite de trop dépenser d'argent, on évite de faire des extras. Exactement, il y a un vrai travail sur le budget aujourd'hui des Français qui vont vraiment faire attention à la formule tout inclus dans laquelle il n'y aura pas de surprise au retour des vacances.
Et quel livre on met dans le sac de plage cet été? Quel livre on met? Relis les best-sellers de l'année dernière, comme 50 Shades of Grey, qui est 7e des ventes encore cette année, je crois. On ressort du placard Dan Brown, qui est donc Inferno. C'est ce qui est encore en tête dans les classements voilà, des ventes de livres. C'est ce qui reste en tête dans les classements. Juliette est étudiante en master. Elle a toujours eu de très bons résultats, mais là, elle ne parvient pas à finir son mémoire de fin d'études. Assez lucide, elle pense qu'elle fait un blocage face à l'entrée dans la vie professionnelle. Alors, Juliette aurait-elle peur, Claude Almos, de quitter le monde étudiant? Alors, j'ai eu envie de répondre à cette jeune femme parce que j'ai été frappée par la façon dont elle s'est déjà mise au travail avant de nous écrire pour essayer de comprendre son problème. Alors elle dit qu'elle pense qu'elle fait un blocage. Alors ça vous semble possible, Claude ? En tout cas, c'est une hypothèse qui me semble à retenir. Cette jeune femme nous dit qu'elle a toujours été une bonne élève, qu'elle a fait une prépa très difficile qui lui a demandé beaucoup d'efforts. Elle pense qu'elle a choisi le bon métier et elle a l'exemple, dit-elle, d'amis qui ont rendu leur mémoire et qui ont de très bons postes. Donc le problème ne semble vraiment pas lié à la réalité. Elle dit qu'elle a peur d'être perdue dans le monde du travail. Oui, et elle remarque elle-même que c'est bizarre parce qu'elle a l'habitude du changement. Elle a changé plusieurs fois de fac, de ville, et ça s'est toujours très bien passé. Mais elle justifie sa peur actuelle d'une façon qui me semble intéressante. Elle dit qu'elle pense que ça s'est bien passé auparavant pour elle parce qu'elle était avec des gens de son âge qui avaient les mêmes goûts qu'elle. Comme si, en fait, elle redoutait le monde du travail parce qu'elle le vit comme un monde d'adultes. Et ça vous semble important qu'elle pense ça ? Bien sûr, parce que ça pose quand même la question de savoir pourquoi elle aurait peur de se sentir une adulte au milieu d'autres adultes. Et d'ailleurs, alors qu'elle a 23 ans, elle ne nous parle pas du tout de sa vie privée. Elle ne nous dit pas, par exemple, si elle a un compagnon, ce qui quand même à son âge serait normal. Je crois qu'il faudrait donc savoir quels ont été ses rapports avec ses parents, si ses parents avaient vraiment un projet de vie pour elle, s'ils ont vraiment compris qu'elle est aujourd'hui devenue une adulte comme eux et que c'est normal. En fait, on a l'impression qu'entre l'enfance et la vie adulte, il y a pour notre auditrice une frontière et que cette frontière est fermée. Eh bien, il faudrait essayer de savoir pourquoi elle l'est. Avant de partir très prochainement en vacances, les magasins vous ouvrent leurs portes mercredi prochain pour les traditionnels soldes d'été. Nous en parlons avec vous, Alexandre Dubas, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef des actualités à service-public.fr, c'est le site officiel de l'administration française. Alors les soldes d'été, c'est déjà là, ce sont les articles du printemps et de l'été. Effectivement, ce sont les articles de la collection printemps-été qui vont être proposés, malgré la météo qu'on a connue ces temps-ci. Mais il faut savoir aussi que les soldes ne concernent pas exclusivement le secteur de l'habillement, mais il y a aussi d'autres secteurs qui sont concernés. Par exemple ? Comme par exemple l'électroménager ou encore... Ça fait partie des soldes, tout ça. Effectivement. En tout cas, cette année, les soldes démarrent à partir du mercredi 26 juin et se terminent le mardi 30 juillet. Il y a des dérogations pour certains départements ? Effectivement, il existe des dérogations dans certains départements métropolitains. On pense par exemple aux Alpes-Maritimes et aux Pyrénées-Orientales où les soldes se déroulent du 3 juillet au 6 août ou encore à la Corse du Sud et à la Haute-Corse où les soldes se déroulent du 10 juillet au 13 août. Et en Outre-mer, les dates sont les mêmes ou alors c'est encore différent ? Outre-mer, la période des soldes répond également à des dates spécifiques. Alors on peut penser par exemple au cas de l'île de la Réunion située dans l'hémisphère sud où ce ne sont pas les soldes d'été qui vont commencer mais plutôt les soldes d'hiver. Bien sûr. Et finalement, qu'est-ce qu'on appelle soldes ? En fait, les soldes présentent 4 caractéristiques principales. Premièrement, ils sont accompagnés ou précédés de publicité. Deuxièmement, ils favorisent un écoulement accéléré des marchandises en stock, payées, et dont des exemplaires ont été proposés à la vente depuis au moins un mois. Troisièmement, ils comportent une annonce de réduction de prix qui peut aller jusqu'à une revente à perte dans la limite des stocks à écouler. Et quatrièmement, ils sont pratiqués pendant des périodes fixes. Ce sont les soldes d'été et d'hiver qui ont une durée maximale de 5 semaines, ainsi que pendant des périodes dites complémentaires qui sont librement choisies par les commerçants. Donc une fois 2 semaines ou 2 fois une semaine par an. Ces soldes flottants ne pouvant cependant pas avoir lieu pendant le mois précédant les périodes de soldes d'été et d'hiver. Quelles sont les caractéristiques des rabais annoncés ? On peut espérer combien durant cette période de soldes ? L'importance de la remise indiquée est calculée par rapport à un prix de référence qui correspond au prix le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours qui précèdent le début de cette période des soldes. Et donc en fait, le prix réduit et l'ancien prix, c'est-à-dire le prix de référence, doivent être précisés pour chaque produit.
Or, comme le commerçant a la possibilité de revendre à perte, le montant des remises peuvent être très importantes et s'élever parfois à plus de 50%. C'est lui qui choisit. Tout à fait. Tous les articles d'un magasin doivent être soldés ou il a le droit de choisir, voilà, je vais solder telle partie et puis cette nouvelle collection, non. Un commerçant peut ne pratiquer des soldes que sur une partie de ses produits. C'est pourquoi la distinction entre les articles soldés et non soldés doit clairement apparaître aux yeux des consommateurs, tant au niveau de l'étiquetage que de la localisation dans le magasin, par exemple. Est-ce qu'il y a également des garanties associées aux articles qu'on achète ou est-ce qu'on bénéficie des mêmes garanties que pour un article non soldé ? Vous avez tout à fait raison, les articles achetés en solde doivent bénéficier des mêmes garanties que les autres articles, vraiment les mêmes. Et l'annonce ni repris ni échangé ne dispense donc pas le vendeur d'échanger ou de rembourser l'article en cas de vice caché. Les soldes par Internet, c'est différent, c'est pareil ? Alors, les soldes pratiqués par les entreprises de vente à distance, notamment sur Internet, sont soumis aux mêmes conditions et à la même réglementation que ceux pratiqués en magasin, sachant qu'à ce moment-là, ce sont les mêmes dates qui sont... la même chose. Exactement. En cas de question, en cas de litige, en cas de problème, qu'est-ce qu'on fait ? Dans ce cas-là, un seul numéro de téléphone est à connaître, le 3939, Allo Service Public, qui est au prix d'un appel local à partir d'un poste fixe et qui est accessible du lundi au samedi. Sachant que pour les questions les plus complexes, le 3939 met les consommateurs en lien avec le service info service consommation de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Alors pour terminer, on se redonne les dates. Les soldes, c'est donc après-demain, mercredi, à partir de quelle heure ? À partir de 8h. Donc faut être devant le magasin à 8h moins le quart. Voilà, et vous avez 5 semaines pour tout acheter. Jusqu'au mardi 30 juillet. Merci Alexandre Dubas pour tous ces renseignements. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef des actualités sur le site de l'administration française, service-public.fr. Pour beaucoup d'entre vous, les devoirs de vacances, c'est autant un pinsomme pour les enfants que pour les parents. Que de discussions et d'énervements pour rappeler à nos chers bambins de se mettre à ces petits cahiers que l'on trouve dans toutes les librairies, maisons de presse ou grandes surfaces. Or, Cécile nous demande, Claude Almos, si pour un bon élève, tout cela est finalement bien indispensable et si elle peut, comme elle nous le dit, laisser tranquille ma fille pendant 2 mois. Bon, d'abord, je pense qu'il pourrait être utile que les parents parlent avec les enseignants de leur enfant de cette question, mais je pense surtout que c'est une question qui montre qu'on a souvent une vision très étroite de l'accès des enfants à la connaissance. Alors pourquoi une vision étroite ? Mais les devoirs de vacances sous leur forme classique peuvent avoir un sens pour des enfants qui ont accumulé beaucoup de retard, à condition toutefois que ces devoirs de vacances ne soient pas utilisés d'une façon qui les dégoûte à tout jamais de l'étude. Mais pour les bons élèves qui n'ont aucun retard à rattraper, si on veut qu'ils ne perdent pas le goût d'apprendre, il y a d'autres moyens que les devoirs de vacances, parce que l'accès à la connaissance ne se limite pas à l'univers scolaire et à ses méthodes. Alors comment peut-on apprendre autrement en vacances ? Mais de 1000 façons et en branchant les apprentissages sur la vie. Pour lire, on peut continuer à lire des histoires, mais on peut aussi lire le guide qui raconte l'histoire du château qu'on va visiter. Pour écrire, on peut chercher des insectes et des plantes dans le jardin de mamie, les dessiner ou les photographier et écrire à côté leur nom sur un cahier. Comme ça, on apprend que scarabée, ça s'écrit pas avec un K, n'est-ce pas Bruno ? Bon. Pour compter, on peut compter les grammes de farine et les œufs pour le gâteau au chocolat qu'on va faire pour le goûter. Et là aussi, on peut faire un super cahier, le super cahier des super recettes secrètes des vacances chez Tante Odile. À chaque moment de la vie, on peut acquérir des connaissances et en s'amusant. Alors Claude, si l'enfant ne veut pas compter les œufs ? En général, il veut pas si on lui présente ça comme un devoir de vacances et il a bien raison. Mais si tout est fait en riant avec un adulte qui prend du plaisir à le faire, c'est vraiment rare que l'enfant refuse.